Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Lutte contre le coronavirus, les séances de sensibilisation pour favoriser la prise de conscience se multiplient. 4 ministres du gouvernement ont rencontré hier les transporteurs. Les détails dans ce journal. Ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sacs plastiques. Les sacs plastiques qui représentent des dangers pour l'environnement. Malgré les lois prises pour interdire leur utilisation, la question a suscité une chronique de la rédaction. Et puis, la France a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Jean Castex qui succède à Édouard Philippe. La pandémie du coronavirus préoccupe toujours. Les ministres multiplient les séances de sensibilisation pour favoriser la prise de conscience de chaque Béninois. Hier après-midi, une séance a réuni transporteurs et 4 ministres du gouvernement. Objectif, faire des conducteurs de vrais relais dans la lutte contre la maladie. Jean-Claude James. Face à ces transporteurs, le ministre d'État Koupaki, le ministre de la Santé, celui du Transport et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 4 membres du gouvernement qui ont tenu à aborder le sujet du coronavirus avec leurs invités, car l'heure est grave. La situation apparaît préoccupante. Aujourd'hui, si on découvre qu'une personne dans cette salle est positive, nous sommes tous ce que nous appelons des sujets contacts, de premier degré. Donc, on fera peut-être le dépistage spontané, mais en fait, chaque fois qu'on aura un cas autour, on va vous retester. Le tour d'horizon de la situation a permis à ces acteurs de la chaîne des transports d'expliquer leur rôle dans la lutte et de faire des doléances. Selon nos dispositions, nos bus occupent 50% de leur capacité normale. Quand ils sont dans le bus, ils ne sont plus autorisés à manger ou à faire quoi que ce soit, sauf si le bus marque l'arrêt pour la pause. Ils descendent et ils essayent de manger, de faire tout ce qu'ils veulent. Et nous essayons de leur donner le gel avant qu'ils ne rentrent dans le bus. Et on essaye de mettre un peu d'eau de javel et de l'eau pour désinfecter les bus avant un autre départ. Une association de conducteurs groupe porteurs est venue me voir pour dire qu'ils sont en pourparlers avec le ministère de la Santé qui a promis leur fournir des bavettes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur le ministre. Eh bien, si vous n'êtes pas au courant, ce doit faire l'objet d'une de nos doléances pour que, au moins, vous arrivez à, je dirais, nous aider. Vous avez fait des propositions que nous avons bien notées et je relève que vous voulez contribuer davantage à la sensibilisation des usagers de vos parcs, avec quelques difficultés que le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Intérieur vont nous aider à traiter. Au regard des interventions, tout semble rose, mais des failles existent car, selon le ministre de la Santé,
L'un des cas positifs pris en charge récemment avait emprunté les moyens de transport en commun. La veille doit être de mise et le gouvernement veut compter sur ces acteurs de la société. Nous allons nous appuyer sur vous pour intensifier la sensibilisation. Il y en a encore dans notre pays qui se demandent encore si le virus est une réalité. C'est à vous de nous aider à expliquer que le virus existe et qu'il tue. Nous avons reçu d'autres corporations et je dois vous avouer que j'ai été triste d'entendre que ce sont nos transporteurs qui n'aident pas à observer les mesures barrières. Celui qui a oublié en quittant chez lui est venu à votre parc pour s'embarquer à bord de votre bus. Si vous dites, attention, si quelqu'un se sent malade, s'il tousse, s'il éternue, s'il a le rhume, s'il a la fièvre, vraiment qu'il veuille aller se consulter avant de voyager pour ne pas contaminer les autres. C'est très important. Ça va le travailler à l'instant présent et il va peut-être faire demi-tour et repartir pour aller se faire consulter. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, lorsqu'on rentre dans des espaces clos avec ce virus, le degré de transmission est majeur. Que la lutte contre la Covid ne soit pas une affaire du gouvernement, des membres du gouvernement, de la police, de l'armée. Non, ça doit être une affaire de tous les citoyens. Prenez au sérieux la lutte contre cette maladie. C'est la seule manière pour nous de nous en sortir. Chacun de nous doit prendre des précautions. Ce n'est pas en multipliant les dépistages que nous allons régler le problème. Le Bénin est déjà à plus de 1000 cas confirmés de Covid-19 avec plusieurs décès. Le respect des mesures barrières reste à l'heure actuelle l'arme efficace pour empêcher ces statistiques de grimper. Le Conseil des ministres a décidé mercredi dernier de l'accompagnement des acteurs de la filière coton pour atténuer les fluctuations dues à la pandémie du coronavirus. Le Conseil a homologué les prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Reportage. De 4e rang de producteurs africains de coton en 2016-2017, le Bénin est devenu rapidement premier de la production de l'or blanc sur le continent. Pour cette campagne 2020-2021, deux faits majeurs se dressent contre la production cotonnière: l'inflation sur le marché international des matières premières et la pandémie du coronavirus. Nous sommes arrivés à des prix d'achat d'intrants pouvant nous permettre de faire la campagne actuelle à des niveaux qui sont relativement élevés. Il a fallu faire un arbitrage pour tenir compte du fait que depuis pratiquement 2016, l'avènement du chef de l'État est parti de salon au pouvoir, la production cotonnière n'a pas cessé d'augmenter, mais aussi bien en quantité qu'en qualité. Nous sommes passés de 270 000 tonnes à 715 000 tonnes à peu près cette année. Les producteurs ont bien travaillé. Il n'est pas normal que nous leur donnons un mauvais signal en leur répercutant le niveau de prix des matières premières, l'évolution du dollar qui a impacté donc les intrants. C'est en cela que la filière, l'interprofessionnelle a décidé de maintenir le prix d'achat des intrants à leur niveau de l'année dernière. Ainsi, la doléance des familles professionnelles du coton a reçu un écho favorable auprès du gouvernement. Les familles professionnelles de l'Association interprofessionnelle du coton AIC ont convenu de reconduire au titre de la campagne 2020-2021 les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne écoulée. Ainsi, les 10 prix se présentent comme suit. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 5 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, dans la même logique et malgré la tendance négative,
elles ont décidé de maintenir les prix d'achat du coton graine aux producteurs à leur niveau de la campagne précédente. La structure de prix permet d'éviter les effets de la fluctuation de la Covid-19 sur les producteurs malgré la tendance négative à l'achat du coton graine dans la sous-région. Si nous ne faisons pas des prix qui soient plus intéressants pour le producteur que le Togo, l'effet immédiat ou que le Burkina, c'est que le coton qui est produit par le Bénin ira se vendre par des voies détournées sur le Togo ou sur le Burkina. Nous avons regardé et je peux vous dire qu'à la campagne 2020-2021, le Mali a fixé 250 francs le kilo de coton graine, le Burkina a fixé 240 francs et 250 francs, ils ont là-bas reçu une subvention de 50 francs le kilo pour faire les 250 francs au Mali. Au Burkina, ils ont fixé à 240 et ils ont 10 francs de subvention. Le Togo n'a pas mis de subvention, mais paye 225 francs le kilo. Et nos producteurs ont 265 francs. Donc vous voyez vous-même la différence. Donc il n'y a pas photo, comme on dit. Nos producteurs sont bien logés et notre filière est sans subvention. Cette fois-ci, le président de la République ne fait même pas de tapage, mais les résultats sont là. Les cotonculteurs eux-mêmes témoignent. Ceux-là qui sont dans les champs et qui bénéficient véritablement de ça en témoignent. La possibilité d'acquérir des intrants à moins de coût. Que faut-il faire encore pour faire du social? Moi, je pense que c'est le moment ou jamais de soutenir ce gouvernement. Nous ne le disons pas parce que nous gagnons quelque chose, mais c'est du concret cette fois-ci. Et c'est sans tapage. Et ça, je pense que le président de la République, son excellence Patrice Talon, mérite d'être encouragé pour continuer dans ce sens. Au Bénin, l'or blanc intervient à hauteur de 40% des entrées de devises et de 12 à 13% du produit intérieur brut. La décision du gouvernement de se désengager au profit des professionnels trouve tout son sens. Mon message à l'endroit des acteurs du coton, des égreneurs, c'est d'abord de les féliciter pour l'effort qui a été fait. Parce que c'est vrai, sans leur appui, nous n'aurons pas pu supporter ce choc-là. Ensuite, à l'endroit des cotonculteurs, je voudrais leur demander, n'est-ce pas, de veiller à ce que les mauvais comportements que nous avons constatés depuis quelque temps à leur endroit, notamment le bradage des intrants, l'entrée au Bénin, n'est-ce pas, des intrants non homologués, toute chose qui perturbe un peu la rentabilité, la productivité, n'est-ce pas, du coton, que ces comportements cessent. D'une part. De deux, vis-à-vis d'eux, nous avons constaté depuis quelque temps que les cotonculteurs ont des dettes internes très élevées entre eux. L'interprofession paye totalement ce qu'elle doit aux producteurs. Mais entre eux, ils ont un mécanisme, n'est-ce pas, de mauvais comportement qui empêche les bons producteurs de toucher leur dû. Et les mauvais producteurs se font rembourser les dettes qu'ils ont hors du système par les bons producteurs. Ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet de rencontres entre nous et eux. Et avec l'appui du gouvernement, nous avons pris des mesures parce que les coopératives sont gérées par des tests qui sont tenus par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Des dispositions sont prises pour décourager ces paysans qui se comportent mal et qui, à terme, risquent, n'est-ce pas, d'obérer, n'est-ce pas, la production, le niveau de production du coton. Parce que quelqu'un qui produit bien et qui ne touche pas son argent, non pas du fait de la filière, mais du fait du comportement de ces responsables des organisations, il faut qu'on punisse ça. Donc, on a pris des séries de mesures et à partir de maintenant, nous allons vraiment systématiquement être hors d'état de nuire ces producteurs qui sont indélicats. Par ailleurs, je voudrais quand même saluer l'effort qu'ils ont fait pour porter le niveau de production parce que une chose est de concevoir quelque chose, une chose est de l'appliquer. Ils ont respecté les itinéraires techniques, ils ont fait des choses qui ont permis d'être premiers. Je salue ça et je leur demande de continuer à le faire afin que être premier soit une bonne chose, mais demeurer premier soit également meilleur. Et des dispositions seraient déjà prises pour atteindre le gap de 850 000 tonnes pour la présente campagne cotonnière. On s'intéresse maintenant à ce classement de la Banque mondiale. Tous les 1er juillet, l'institution revoit sa classification des économies du monde. Cette actualisation repose sur les estimations du revenu national brut par habitant pour l'année précédente. Pour le classement de ce 1er juillet 2020, le Bénin a connu une croissance et passe de la catégorie des revenus faibles à celle des revenus intermédiaires, tranche inférieure. Lenaï Kagbazao pour les détails.
Bonne santé de l'économie béninoise. Encore un classement qui témoigne des avancées du pays. Le Bénin connaît une croissance de son revenu national brut selon le classement au 1er juillet 2020 de la Banque mondiale. Logé dans la catégorie revenu faible en 2019, le Bénin se positionne désormais dans la catégorie revenu intermédiaire, tranche inférieure. Un galop fort appréciable. Ce bond, d'après les indices de l'institution financière internationale, peut se justifier par le revenu national brut par habitant qui évolue en fonction de la croissance du revenu du pays, de l'inflation, des taux de change, de la démographie et des révisions apportées aux données et aux méthodes de comptabilité nationale. Toutes les économies du monde sont réparties en 4 groupes. Faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. Au total, 10 pays ont changé de catégorie. Pour le cas du Bénin, les réformes impulsées par le président Patrice Talon portent indéniablement leurs fruits. Ce nouveau classement est le résultat du savant dosage de l'assainissement des finances publiques et des différentes politiques de développement. Les lauriers s'enchaînent pour le Bénin et les performances de l'économie nationale sont suffisamment saluées. Le chapelet de reconnaissance et de mérite s'alourdit. Pour rappel, note B+, avec perspective stable, notation de l'agence américaine Standard & Poor's, note A- stable, attribuée par Bloomfield, sans oublier que depuis février 2020, le Bénin ne fait plus partie des 25 pays les plus pauvres selon le FMI et fait partie des 10 économies les plus dynamiques du monde depuis janvier 2020 selon la BAD. Le capitaine du navire Nouveau Départ le conduit inexorablement à bon port. Aujourd'hui, 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sacs plastiques. Ces sacs plastiques non biodégradables qui ont pris quartier au marché d'Antokpa à Cotonou. Ils y règnent en maître en dépit du combat engagé contre eux. Koudous Abdoulaye a fait le constat. Impossible d'échapper à ces sachets plastiques, ici au cœur du marché d'Antokpa. Après avoir été diligemment servis, nous voici chez la vendeuse de tisane. Mais elle découvre la caméra et arrête l'action. Le marché d'Antokpa aux couleurs des sachets plastiques, rien ne semble leur résister. Pour cet usager qui a requis l'anonymat, ces sachets plastiques attirent en raison de leur coût relativement bas. Oui, c'est moins cher. Parce qu'avoir le prix sur le marché, ça nous convient. Tu peux aller par exemple dans une pâtisserie, on te coupe le pain à la sortie, ou bien là tu demandes même le sachet, la dame te dit c'est à 125, 150. Alors à côté tu as un sachet de 15 francs, là tu enroules ton truc et puis tu pars quoi. Face à cette réalité, le combat contre l'utilisation des sachets plastiques ou non biodégradables au Bénin a encore du chemin. Les sacs plastiques de véritables pollueurs, malgré les lois prises pour interdire leur utilisation, les sachets plastiques résistent à tout et continuent d'envahir la terre. Ce constat a suscité cette chronique de la rédaction William Tchouki. Ils sont là, autour de nous. Ils envahissent notre environnement. Les sachets plastiques, ils fleurissent comme dans une serre sous nos yeux. Ils prennent possession de notre vie et nous étouffent. En 2017, une loi interdisant leur utilisation a été votée par les élus du peuple. C'était le 26 décembre 2017. Le 17 janvier 2018, cette loi tant attendue par les défenseurs de l'environnement a été promulguée par le président de la République. Ce fut le départ d'une lutte concrète contre ce fléau. Les tout premiers mois, c'était un ouf de soulagement. On a senti cet engagement politique d'en finir avec les sachets plastiques au Bénin. Ministres, préfets, responsables d'ONG, les médias, tous se sont lancés dans la sensibilisation, des descentes dans les marchés, des rencontres avec les différents corps professionnels, mais c'est sans compter avec la peau dure du sachet plastique. 3 ans après la prise de cette loi, la lutte peine à prendre. Les sachets plastiques sont toujours là. Ils inondent nos marchés, nos maisons, ils polluent nos rues, jonchent nos artères, bouchent nos caniveaux au mépris de la loi et plus personne n'est inquiété.
Chaque année, 320 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Au Bénin, les statistiques n'existaient pas. Des déchets plastiques qui finissent leur course dans nos plans d'eau, dans les océans et qui nous reviennent après dans nos plats via les produits halieutiques. À ce jour, plus de 270 espèces d'animaux ont été victimes d'enchevêtrements et plus de 240 ont ingurgité du plastique. C'est un fléau mondial qui appelle à une prise de conscience de tous avant qu'il ne soit trop tard. Des solutions existent pour éradiquer le danger, éliminer de façon progressive du plastique à usage unique, faire la collecte de 100% de nos déchets et les recycler à au moins 60%, puis appliquer les lois sans complaisance. 3 ans après la signature du contrat de gestion du parc Pandiari, c'est au tour du parc national W de passer sous gestion déléguée de l'ONG internationale African Parks. Ce nouveau gestionnaire a pris possession de la réserve à travers un acte protocolaire de signature de contrat. William Toki. Des troupeaux d'animaux emblématiques en pleine divagation dans cette réserve animalière. Elle abrite aussi des félins. 90% de la population de Lyon s'y retrouve. En 2003, on comptait 867 têtes de ces pachydermes. Près de 15 ans après, la population de ces éléphants a doublé. Idem pour ces buffles. De 756, ils sont passés à 7263 têtes. Pour la même période, une stabilité reconquise grâce aux actions de protection et de sauvegarde d'African Parks. Après 3 ans de gestion du parc de la Pandiari, le gouvernement décide de leur confier un deuxième fleuron du tourisme au Bénin, le parc national de W. Ce sont les résultats de la Pandiari qui nous permettent d'arriver là. Nous avons bon espoir que non seulement ça va consolider les acquis de la Pandiari, mais la taille et la complexité du W, en donnant la main à de véritables professionnels de la gestion des aires protégées, nous arriverons à stabiliser cette zone-là, à développer la biodiversité et surtout à développer le tourisme, que le Bénin soit dans un futur très proche une destination touristique privilégiée. Cette signature du contrat de délégation de gestion de ce bloc écologique de la réserve de biosphère transfrontalière se déroule dans un contexte particulier. Covid-19 oblige. Ne pouvant être sur place, les responsables à l'international par visioconférence assurent de la bonne gestion de la réserve. J'aimerais remercier le gouvernement béninois pour sa confiance et son choix de African Parks comme responsable principal pour la gestion du parc national de W Bénin. Nous mettrons tout en œuvre pour remplir cette responsabilité. Même à la direction nationale du nord du Bénin, on applaudit ce choix stratégique, revitaliser, réhabiliter et développer la réserve. Nous sommes animés par un sentiment de soulagement approfondi. Je dis bien approfondi, à la suite de celui que nous avons ressenti à la signature et la mise en œuvre du plan d'intervention prioritaire. Au plan infrastructurel, des pistes ont été réhabilitées et réouvertes. Un aérodrome a été construit. L'entrée de Alpha Quara a été transformée en base où une équipe multi-professionnelle y est installée pour agir. Je vais parler des militaires, des forestiers, de la police républicaine, des éco-gardes. Et déjà, nous avons obtenu, sélectionné et formé une première promotion de 34 rangers. C'est donc parti pour 10 ans pour impulser une gestion efficace et durable, 10 ans pour repositionner et redimensionner le parc national de W.
Les habitants d'Akadjamé dans la commune de Ouida ont les pieds dans l'eau. Les dernières pluies qui se sont abattues ont causé beaucoup de dégâts. Les maisons inondées et les voies principales pratiquement impraticables. Gilles Donsou et Junice Setondi sont allés faire le constat. Triste constat ici à Akadjamé, à Djovikodi, un village de l'arrondissement de Paou, commune de Ouida. Les populations ont les pieds dans l'eau. Ces populations vivent ce calvaire au quotidien et ce depuis le début de la saison pluvieuse. Quand la pluie tombe, l'eau se stagne un peu partout et surtout le pont. Et puis cette fois-ci, ce qui s'est passé, partout nous avons mis des ponceaux, tout a cédé. Et surtout là où on a mis des buses. C'est pourquoi à votre arrivée, vous devez constater qu'il y a 3 endroits sur le bas-fond où il y a de grands trous. Nos petits véhicules ne peuvent pas passer dedans. Les motos, n'en parlons plus. Alors même les piétons arrivent à passer difficilement. Ça fait aujourd'hui plus de 10 jours que nous nous trouvons dans cette situation. Et ensemble, on a crié haut et fort. Et puis, avec les connaissances, le peu que nous avons, on a dû écrire. Aujourd'hui, comme je suis aussi au conseil communal, on a fait une délégation, on est parti voir le maire. Il est venu vraiment constater les choses, il est parti il veut rendre compte aux autorités. En cette période d'examen, il est urgent d'agir pour soulager les candidats, les mettre à l'abri des inondations. Ce que nous voudrions demander aux autorités, à monsieur le chef de l'État, monsieur Patrice Talon, son excellence, de bien vouloir, parce que la semaine dernière, nous a envoyé le ministre des infrastructures et des transports qui est venu avec son équipe constater. Nous voudrions qu'il nous réalise un pont ici à Akadjamé. Qu'on permette aux enfants qui vont à l'examen d'aller les passer. Les examens commencent le lundi prochain. Et nous avons plein d'enfants ici qui vont aux examens, au CEP, au BPC, au bac et autres. Un cri de cœur est lancé. Toute la population d'Akadjamé, à travers ma modeste personne, lance un cri de détresse à l'endroit du président de la République et à son gouvernement pour qu'il vienne nous sauver de cette situation-là. Sinon, toutes les maisons sont inondées. Nous sommes au bord de la voie ici, mais les maisons aussi sont inondées. Les gens n'arrivent plus à sortir de leur maison et tout ça. Donc, vraiment, le chef de l'État jette un regard bienveillant sur nous à Akadjamé. Je compatis à la douleur des sinistrés. Ils sont sinistrés et quand ils m'ont fait appel de venir voir, je suis venu et ce que je vois, c'est la désolation. C'est vraiment la désolation. Je peux dire que le président de la République, lors de son avènement, depuis son avènement, son équipe, son gouvernement n'a pas cessé de travailler, d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population et du cadre de vie de la population. Les autorités communales de l'arrondissement et du village ont vu et sauront quoi faire pour prévenir cette situation. Ces populations attendent ainsi les premières aides pour sortir de cette situation difficile. On parle à présent de cette Assemblée générale des centrales et confédérations syndicales. L'objectif de cette rencontre est d'adopter la charte d'unité syndicale élaborée par leurs soins et par la même occasion mettre sur pied les organes de gestion de ce nouveau cadre de collaboration. Un paysage syndical plus sain et plus crédible se dessine à partir d'ici. Fédérez vos forces. L'action syndicale au Bénin se veut désormais unie pour de meilleurs résultats. Nous mettons donc ensemble nos efforts. Depuis un moment déjà, le décor syndical est habitué à agir ensemble. Un certain nombre de défis semblent interpeller les différentes organisations. Oui, parce que vous avez constaté qu'il y a assez de confédérations, de centrales syndicales, de syndicats de base et tout. Et ça freine un peu le succès, n'est-ce pas, des actions qui sont menées en faveur des travailleurs. S'il est vrai que l'unité d'action existait depuis longtemps, elle est quand même restée aussi longtemps informelle et invisible. Mais désormais, cette unité est officielle. Qu'on soit capable, pour qu'on soit fort, le premier défi c'est cela. Sinon, on sera affaibli. De plus en plus, le capital prend le pas, surtout dans le monde. Donc il est évident que si nous ne nous mettons pas ensemble, si on ne conjugue pas les efforts de manière à ce que nous puissions être solides, ça va être difficile pour nous
de relever les défis qui s'imposent à nous désormais. Le ministère béninois en charge du travail est pleinement en accord avec les initiateurs de la charte qui consacre cette unité. Le porte-parole du ministre le manifeste si bien. Les grands regroupements sont déjà bien encouragés actuellement dans notre pays. Je vous annonce avec conviction que vous trouverez auprès de mes collaborateurs et de moi-même et mes services techniques l'assistance nécessaire à l'atteinte de vos objectifs. Instrument de cohésion, cette nouvelle charte projette un nouveau leadership syndical au Bénin. À cette date, seulement 6 des 7 centrales et confédérations syndicales en sont signataires. C'est parce que vous y avez cru. On va maintenant prendre les échos du web. Une bonne moisson sur la toile béninoise cette semaine. Des photos de l'artiste Sessimé aux vidéos à couper le souffle des conducteurs de taxi moto. Le menu des échos du web de ce vendredi est riche en couleurs. Tout commence dimanche dernier lorsque la chanteuse Sessimé a publié une série de photos révélant ses courbes drapées dans un ensemble maillot de bain. On y voit Sessimé sortant d'une piscine façon Alberi dans un épisode de la saga James Bond. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile béninoise. La polémique gonfle encore et encore sur les réseaux sociaux autour de cette dernière photo publiée par l'artiste. Pour certains, la tenue de la jeune femme est trop posée et ne serait pas conforme aux valeurs de ses origines. Mais pour d'autres, il n'y a rien d'impudique sur ces photos. La vérité est que beaucoup de gens refusent de vivre dans l'ère de leur temps. Parlant du temps justement, les pluies qui se sont abattues sur Cotonou et environ cette semaine ont suscité l'inquiétude sur la toile. Mais l'inondation n'a pas fait que des malheureux. Celles-ci ont même vu dans les eaux un nouvel océan. L'océan avec le Tampico. Mon ville de rêve, c'est Ganvier. Pendant ce temps, des conducteurs de taxi-moto font des révélations sur leur ville de rêve. Ganvier pour certains, le paradis pour d'autres. Et moi, ma ville de rêve, c'est le paradis. Le paradis parce que là-bas, il y a tout gratos. On n'a pas besoin de payer le loyer, l'électricité ni l'eau. On mange gratos, on dort gratos, clim est gratos. Mon pays de rêve, c'est Haïti. Mais actuellement, comme il y a tremblement de terre là-bas, chez eux, là-bas, comme ça, là, ce n'est plus Haïti. C'est Somalie. Pays de rêve, bon, c'est d'aller construire. Ah, que tout là-bas. Mon pays de rêve, c'est moi, je vais aller en Chine. Enfin, aux candidats aux examens scolaires qui rêvent sans doute du succès, le chef de l'État a quelques recommandations. Patrice Talon leur prodigue des conseils pour bien passer les épreuves. Son message publié sur Facebook jeudi est très apprécié par les internautes. Paris gagné pour une année académique perturbée par l'avènement du coronavirus. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l'a accepté à l'hôtel Matignon. Édouard Philippe a accueilli son successeur Jean Castex, nommé quelques heures plus tôt dans la journée. Mais qui est Jean Castex et que peut-on retenir de cet homme politique qui connaît les rouages de Matignon? Suivons cet élément réalisé par nos confrères de France 24. C'est un homme discret qui entre aujourd'hui dans la lumière. Sa dernière mission, conseiller le gouvernement et notamment Édouard Philippe sur la stratégie de déconfinement. Il était auparavant délégué interministériel aux Jeux Olympiques de 2024. Âgé de 55 ans, Jean Castex, énarque de formation, vient de la droite et connaît bien les arcanes du pouvoir. Sur ces images en 2007, il est directeur de cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre du Travail. Je pense que ce sera fini, le cabinet sera complètement bouclé mardi soir ou plus tard. Proche de Nicolas Sarkozy, il devient son conseiller social en 2010, avant de devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais Jean Castex n'est pas qu'un haut fonctionnaire, c'est aussi
un élu local. Maire LR de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, il a toujours montré son attachement à son enracinement local. On ne peut pas être un homme politique accompli si on n'essaie pas d'agir sur la vie quotidienne des gens. Si vous aimez les gens, si vous agissez pour eux, ça rend beaucoup plus facile l'exercice de l'autorité. Une double casquette donc entre fin technicien et politique aguerri, des qualités très recherchées pour un Premier ministre. Après 2 mois en France pour des problèmes cardiaques, le Premier ministre ivoirien est de retour à Abidjan. Pendant ce temps, des centaines de Maliens réclament la libération du chef de l'opposition enlevé. Mais au Brésil, les restaurants, cafés, bars et salles de sport de Rio de Janeiro rouvrent après 3 mois d'inactivité, malgré les mises en garde des experts qui jugent l'initiative prématurée. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, arrive à l'aéroport d'Abidjan après 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Il a été accueilli en grande pompe par le président Alassane Ouattara et une grande partie du gouvernement. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, a été investi candidat du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation de l'opposition pour l'élection présidentielle. L'autre grande formation d'opposition, le FPI, Front populaire ivoirien, n'a pas encore fait connaître sa position. Son fondateur, l'ex-président Laurent Gbagbo, 75 ans, est en liberté conditionnelle depuis son acquittement par la Cour pénale internationale et son retour en Côte d'Ivoire est incertain. Mais au Mali, plusieurs centaines de personnalités politiques et des militants de tous bords se réunissent à Bamako pour réclamer la libération du chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé, kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Cela fait 100 jours que nous sommes sans Soumaïla Cissé, 100 jours privés de notre lumière, de notre modèle, de l'équilibre politique au Mali que Soumaïla Cissé représente depuis plus de 2 décennies. Le chef de l'État avait déclaré le 16 juin que les autorités détenaient des preuves que M. Cissé était en vie et ajouté qu'il reviendrait bientôt. En Algérie, par contre, la justice a libéré une figure emblématique du mouvement populaire anti-régime, Karim Tabou, et 3 autres militants connus, ce qui apparaît comme un geste d'apaisement à la veille de l'anniversaire de l'indépendance. En France, plusieurs dizaines de représentants du personnel de la filiale régionale d'Air France Hop sont rassemblés devant le siège de la compagnie à Nantes à l'occasion d'un comité social et économique extraordinaire lors duquel la direction a détaillé un plan de suppression d'1 millier d'emplois. Sont visés 40% des effectifs, soit un peu plus de 1000 postes supprimés sur environ 2400 emplois, dont 328 pilotes, 286 stewards et hôtesses, 291 personnes à la maintenance, 119 salariés des services support administratifs. Si on parle en nombre de têtes, on serait plus aux alentours de 2400. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effectif de la compagnie est de 2700 salariés. Ce qui représente, le plan aujourd'hui représente à peu près 40% des effectifs. 2 sites de maintenance devraient fermer à Morlex et Lille. Au Brésil, les restaurants, cafés, bars et salles de sport de Rio de Janeiro rouvrent après 3 mois d'inactivité, malgré les mises en garde des experts qui jugent l'initiative prématurée. La contagion du nouveau coronavirus atteint des niveaux records dans le monde, particulièrement sur le continent américain, où le nombre de cas et de décès continue d'exploser, États-Unis et Brésil en tête. Des masques embêtants dans les rues montoises en Belgique et c'est la toile béninoise qui s'en indigne. Manifestation d'un protectionnisme culturel et d'une pruderie des Béninois vis-à-vis de leurs traditions à l'heure où les politiques publiques vont plutôt dans le sens d'une diffusion mondiale de la culture vaudou, son cadre de vie, ses valeurs et ses déterminants culturels. Que penser alors de ce mouvement d'humeur des Béninois? La chronique est signée Nicanor Kovi.
Et que l'on s'accorde bien sur un désaccord. Quand il s'agit de tradition, nous d'ici devenons jaloux de nos valeurs ancestrales. Et n'allez surtout pas parler d'art, de valorisation de la culture ou d'économie touristique. Car indéniablement, il s'en trouvera toujours pour crier « Au diable les mécréants qui exposent aux profanes le sacré, malheur sur eux jusqu'au bout de la nuit ». On y soit qui mal y pense pour ourdir l'esquisse d'une défense. Tout comme la langue ne saurait être perfide contre son bienfaiteur, il faut savoir tirer du tamis le bon grain d'entre l'ivraie. Le sacré n'est pas le profane. Si en Belgique, le gond a bégayé et que le Zangbeto y a dansé de toute la splendeur de son raffia, c'est bien parce que le destin l'a permis. Mons, capitale européenne de la culture en 2015. C'est à cette occasion que le gardien de nos nuits a vogué par-delà les lacs, les fleuves et l'Atlantique pour s'immiscer dans les rues montoises. Et le plat pays a vu et a cru, patouillant aux côtés du masque pour chasser de ces rues les esprits malveillants qui y planeraient. Sans démonstration surnaturelle, sans rite sacré, juste un masque et sa musique, remuant en Mons sous un soleil d'été. Expérience culturelle et spirituelle d'une vie que se rappelleront pour l'éternité ceux qui l'ont vécu. Toutes choses qui ont conduit nombre de Belges à vouloir situer le Bénin sur la carte du monde cette année-là. Ainsi naissent les grandes histoires d'expansion culturelle, comme celle des empires historiques qui civilisent les contrées qu'ils explorent, comme renseigne la Rome antique et les hordes de légionnaires, et comme l'illustre la percée récente du marché mondial par la pensée chinoise, devenue modèle manufacturier. Au couvent le sacré, sur la place publique le profane. Mais l'un doit nourrir l'autre comme un homme et son ombre, car le charme du Vaudon veut éclore, comme un lotus longtemps stressé par un feuillage ombrageux et qui réclame désormais de se nimber de tout le soleil du monde. L'appel du Vaudon s'élève tout là-haut au refuge des dieux. Et nous, humains, l'entendrons-nous? Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Vous pouvez revoir sur JT sur le www.oetb.bj.